Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour commencer un nouvel exposé sur Rabelais qui va se dédier à la guerre picrocholine. Cette guerre qui va mettre en rivalité Picrochole et ses opposants. Donc nous allons découvrir le personnage de Picrochole et nous verrons également la sagesse du personnage de Grand Gousier ainsi que ses leçons. Et nous verrons aussi également l'idée de paix. Donc, nous allons tout de suite maintenant commencer. Je vous rappelle que si jamais vous avez besoin de vous orienter dans la vidéo, il y a dans la description tous les moments clés et donc vous pouvez accéder facilement à ce qui vous intéresse si jamais un extrait vous parle plus qu'un autre. Donc cet exposé va être très long, hein, c'est le plus gros de la séquence de Rabelais. Ensuite, normalement, les exposés seront plus courts. Le prochain exposé sera dédié à Pantagruel et sera beaucoup plus court. Et le dernier sera sur les tiers, quarts et cinquième livres que nous allons découvrir, mais plutôt rapidement. Donc, celui-là, c'est vraiment le plus grand. Donc, si jamais vous avez un travail sur Gargantua, si jamais vous avez besoin de réviser le livre, c'est plus facile d'aller dans l'encyclopédie Les Gardemichard que de lire tous les ouvrages de Rabelais. C'est très... Déjà, il faut trouver la traduction française, et en plus, c'est beaucoup plus fastidieux. Donc c'est pourquoi je vous propose ce contenu, je trouve que c'est plus facile pour vous. Bien, nous allons commencer tout de suite. La paix et la guerre. C'est dans les chapitres du Gargantua consacré à la guerre picrocholine que Rabelais a exprimé l'essentiel de ses idées sur cette grave question. Jamais peut-être il a plus heureusement réalisé la fusion des idées sérieuses, de l'observation réaliste des mœurs et de l'art de compter. Les idées de Rabelais. Contre la guerre de conquête. Ridiculisant la folie ambitieuse de Picrochole, il nous fait au contraire admirer la sagesse de Grand Gousier, conscient de ses devoirs envers ses sujets et soucieux de leur éviter le fardeau et les douleurs de la guerre. C'est que le christianisme, en enseignant aux hommes qu'ils sont frères, a changé en crime les prouesses d'autrefois. Le bon prince doit être pacifique et charitable envers ses voisins, car les peuples sont unis par les liens de solidarité économique. Il assurera le bonheur de ses sujets en observant la loi de l'Évangile, par lequel nous est commandé garder, sauver, régir et administrer chacun ses pays et terres, non hostilement envahir les autres. Le modèle des princes est le vieux bonhomme Grand Gousier, dont la piété et l'affection pour ses sujets font ressortir l'esprit belliqueux de l'irritable Picrochole, qui joue au grand conquérant et aspire à la monarchie universelle. Comment éviter la guerre? Quand surviennent des incidents, le prince doit d'abord garder son sang-froid. Le déplorable Picrochole accepte sans examen un récit mensonger, saisit le premier prétexte d'agression et prête l'oreille aux excitations intéressées de ses généraux. Au contraire, Grand Gousier s'entoure d'un conseil de sages et mène une enquête minutieuse pour connaître la nature et les circonstances exactes de l'incident qui menace la paix. Les guerres naissant souvent de motifs futiles, il s'efforce de réduire le débat à des proportions véritables, quelquefois sans prononcer, à propos d'individus sans importance, les grands mots d'honneur et de gloire qui enveniment les querelles entre peuples.
Citation, je n'entreprendrai guère, dit-il, que je n'ai essayé tous les arts et moyens de paix. Mais si Grangousier pousse l'esprit pacifique jusqu'à vouloir acheter la paix, qui lui coûtera moins que la guerre, c'est qu'il est assez fort pour pouvoir se permettre ces concessions extrêmes. Il a eu la sagesse d'appeler Gargantua, de se ménager des alliances et d'entretenir, dès le temps de paix, une armée permanente, parfaitement équipée et disciplinée. Au cas où l'on ne pourrait éviter la guerre, la sagesse consiste en effet, faute de mieux, à se tenir prêt à la gagner. Comment conduire la guerre défensive? À l'aveuglement de Picrochole, conquérant improvisé, à son équipement hétéroclite, à ses armées levées sous peine de la hart et vivant de pillage, à ses généraux ambitieux et divisés, Grangousier oppose une armée de métier, une armée moderne où règne la discipline. Quand la force est déchaînée, on ne peut en effet l'arrêter que par la force, et l'exemple de frère Jean prouve qu'il vient un moment où les prières ne suffisent plus. Encore convient-il de combattre avec le plus de modération possible, en n'oubliant jamais que les ennemis sont aussi des hommes et qu'au terme de la guerre, il faudra de nouveau construire la paix. Réalisme et fantaisie. Rabelais excelle à présenter ses idées sérieuses sous la forme la plus attrayante, donc la plus efficace. Son récit plonge à pleines racines dans la réalité et présente pourtant le charme de la fiction romanesque. L'histoire locale. Le conteur transpose dans le mode héroïque-comique l'histoire du procès qui, peu avant le Gargantua, venait d'opposer Gaucher de Sainte-Marthe, Picrochole, seigneur de Lernay, à son voisin Antoine Rabelais, père de l'écrivain, parlant comme avocat au nom des bourgades qui, dans le roman, sont alliés de Grangousier. Gaucher de Sainte-Marthe était accusé de gêner la navigation sur la Loire par des pêcheries installées en amont de Saumur. La réalité tourangelle. Le théâtre de la guerre, c'est le pays natal de Rabelais, un carré de 2 lieues de côté dont il évoque les plus petites bourgades, en particulier ses terres familiales. Ses héros, même les rois et les géants, ressemblent aux paysans du cru. Foissier, métayer et berger, dont il connaissait parfaitement les mœurs et le langage, ou bien aux moines de Seuilly, où Rabelais avait fait ses premières études. Il se dégage de ces pages une inoubliable saveur de la réalité campagnarde. La fantaisie. Rabelais renonce presque entièrement au merveilleux gigantesque. Gargantua et Grangousier l'emportent par leur intelligence et par leur sagesse plus que par leur supériorité physique. L'auteur a le don d'évoquer le monde rustique, de camper avec vérité, même dans la caricature, divers types humains, Picrochole, Grangousier, frère Jean, et surtout d'animer d'une vie intense certaines fresques, hautes en couleurs et débordantes d'action. Pourtant, par une fantaisie pleine d'humour, il s'évade parfois de cette réalité pittoresque, transformant les propriétaires terriens en rois puissants et les métairies en places fortes, faisant évoluer, dans le cadre étroit de ces terres familiales, des troupes non plus nombreuses que les plus fortes armées du temps. La parodie de l'épopée est d'ailleurs une des sources constantes du comique dans l'ensemble de l'œuvre. Généalogie, enfance, exploits prodigieux. Cette alternance de la réalité et de la fiction est un des aspects séduisants de Rabelais conteur. La deuxième partie est celle de la guerre. Alors je ne sais pas ce que c'est ça, c'est un bug en fait. Je ne sais pas ce que c'est cette languette. Ceux qui savent comment gérer PowerPoint me diront comment ça marche. Je ne sais pas ce que c'est un trait. Je ne sais pas si là, là en tout cas je le vois à l'enregistrement, mais bon, dans l'enregistrement ça se voit. Donc, si jamais des personnes sont spécialisées dans PowerPoint, bah, elles pourront me dire ce que c'est et comment l'enlever parce que c'est gênant. Voilà. Merci. Donc, commençons. Le grand débat dont furent faites grosses guerres. Comment fut mu entre les Foissiers de Lernay et ceux du pays de Gargantua le grand débat dont furent faites grosses guerres,
Tel est le titre à la fois ironique et profond de ce premier chapitre de la guerre picrocholine. Pendant que Gargantua poursuit ses études, l'auteur nous fait assister à un incident qui tourne à la rixe puis à la bagarre générale. On verra avec quelle vérité d'observation il sait animer ses personnages. Le comique ne perd jamais ses droits, mais le conteur n'oublie pas qu'il est philosophe. Il a mis tous les torts du même côté pour nous rendre plus sensibles à la leçon morale des épisodes à venir. En ces 8 ans, qui fut la saison de vendange au commencement d'automne, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes, et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. Auquel temps les foissiers de Lernay passaient le grand carroi, menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers les requirent courtoisement, en leur embaillé, pour leur argent, au prix du marché. Car notez que ces viandes, célestes mangées à déjeuner raisins avec foisse fraîche, mêmement des pinots, des fiers, des muscados, de la bicalme et des foies rares, pour ceux qui sont constipés du ventre, car ils les chient, non, pardon, ils les font aller long comme un vouge, et souvent, cuidant pété, ils se conchient, dont sont nommés les cuideurs des vendanges. À leur requête ne furent aucunement inclinés les foissiers, mais qui pillent et les outragèrent grandement, les appelant Drauditeux, Brèche-Dents, Plaisant-Rousseau, Gallier, Averlan, Limesourde, Fainéant, Friandeau, Bustarin, Talvassier, Rien-ne-vaut, Rustre, Chaland, Aplopin, Traîne-Gaine, Gentil, Floquet, Copieux, Glandor, Malotru, Dandin, Beaujard, Thésée, Gaubrejeu, Goguelu, Claquedent, Bouvier d'Étron, Berger de merde et autres telles épithètes diffamatoires, ajoutant que point à eux n'appartenait manger de ces belles foisses, mais qu'ils se devaient contenter de gros pains balais et de tourtes. Auquel outrage un d'entre eux, nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne et notable bachelier, répondit doucement: Depuis quand avez-vous pris corne qu'être tant rougue devenu? Déa, vous nous en souliez volontiers baillés, et maintenant y refusez. Ce n'est fait de bons voisins, et ainsi ne nous faisons-nous quand venez ici acheter notre beau froment, duquel vous faites vos gâteaux et vos foisses. Encore par le marché nous eussions donné nos raisins, mais vous en pourriez repentir, et aurez quelque jabour à faire pour nous. Lors nous ferons envers vous à l'appareil, et vous en souvienne. A donc Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des Foissiers, lui dit: Vraiment, tu es bien accrété à ce matin. Tu mangeas hier soir trop de mille. Bien ça, je te donnerai de ma foisse. Lors Frogier, en toute simplesse, approcha, tirant un onzin de son baudrier, pensant que Markel lui dût dépocher de ses foisses, mais il lui bâilla de son fouet à travers les jambes si rudement que les nœuds y apparaissaient, puis voulut gagner à la fuite. Mais Frogier s'écria au meurtre et à la force, tant qu'il put. Ensuite lui jeta un gros tribard qu'il portait sous son aisselle, et l'atteint par la jointure coronale de la tête, sur l'artère crotaphique du côté dextre, en telle sorte que Marquet tomba de sa jument, mieux semblait homme mort que vif. Cependant les métayers qui là au pré-chaillent, chaillaient, les chalets, les noix, accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur ces foissiers comme sur seigle vert. Les autres bergers et bergères, oyant le cri de Frogier, y vinrent avec leurs fondes et brassiers, et les suivirent à grands coups de pierre, tant menus qu'il semblait que ce fût grêle. Finalement les conçurent et ôtèrent de leur foisse environ 4 ou 5 douzaines. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé et leur donnèrent 100 de cacasse et 3 panérés de francs au billet. Puis les foissiers aidèrent à monter Marquet,
qui étaient vilainement blessés, et retournèrent à Lernay sans poursuivre le chemin du Parier, menaçant fort et ferme les Bouvier, bergers et métayers de Seuillé et de Ciney. Ce fait, et bergers et bergères firent cher lit avec ses foisses et Beauraisin, et se rigolèrent ensemble au son de la belle bousine, se moquant de ces beaux foissiers glorieux qui avaient trouvé malencontre par faute de s'être signés de la bonne main au matin. Et avec gros raisin chemin étuvèrent les jambes de Frogier mignotement, si bien qu'il fut tantôt guéri. Exercice. 1. L'art du conteur. Montrer la vie du récit, la progression et la vraisemblance dans l'enchaînement des faits jusqu'à la mêlée générale. 2. Comment expliquer psychologiquement le refus des Foissiers, leurs insultes, l'agression contre Frogier, puis leur retour à Lernay. 3. Relever les traits qui soulignent le tort des Foissiers et nous rendent les bergers sympathiques. 4. Étudier le réalisme dans la peinture des paysans, leurs mœurs, leur caractère, leur langage. 5. Préciser la leçon à tirer. A. Le titre du chapitre. B. Du discours de Frogier. C. 6. Les éléments du comique rabelaisien d'après ce passage. Étudier en particulier les effets produits par l'abondance verbale. Attaque brusquée. L'ambitieux Pricochol est, pour Rabelais, le type même du mauvais prince, l'exemple à ne pas suivre. Irritable et irréfléchi, avide d'aventure, il saisit, sans l'ombre d'une enquête, le premier prétexte de faire la guerre. Il se grise de proclamations et de formules ronflantes, mais quel piètre organisateur! Pas d'armée régulière, des pillards indisciplinés, un équipement désuet et hétéroclite, des officiers désignés entre deux bouchées à la dernière minute. Quel contraste avec l'armée permanente de Grangousier, prince pacifique et prudent. Les Foissiers, retournés à Lernay, soudain, devant boire ni manger, se transportèrent au Capitoli, et là, devant le roi nommé Picrochole, tiers de ce nom, proposèrent leurs complaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets foupis, leurs robes déchirées, leurs foies détroussées, et singulièrement Marquet blessé énormément, disant le tout avoir été fait par les bergers et métayers de Grangousier, près le Grand Carrois par-delà Seuillé, lequel incontinent entra en courroux furieux, et sans plus outre s'interroger quoi ni comment, fit crier par son pays ban et arrière-ban, et quand chacun, sur peine de la hart, convint en armes en la grande place, devant le château, à heure de midi. Pour mieux confirmer son entreprise, envoya sonner le tambourin à l'entour de la ville. Lui-même, cependant qu'on apprêtait son dîner, alla faire affûter son artillerie, déployait son enseigne oriflamme, et chargeait hors forme ce munition, tant de harnais d'armes que de gueules. En dînant bâilla les commissions, et fut, par son édit, constitué le seigneur Trépelu sur l'avant-garde, en laquelle furent comptés 16 014 arquebusiers, 35 011 aventuriers. À l'artillerie fut commis le grand écuyer Touquedillon, en laquelle furent comptées 914 grosses pièces de bronze, en canon, double canon, basilic, serpentine, coulevrine, bombarde, faucon, passe-volant, spirole et autres pièces. L'arrière-garde fut baillée au duc Raquedenard. En la bataille se tint le roi et les princes de son royaume. Ainsi sommairement accoutrés, devant que se mettre envoyèrent 300 chevaux légers, sous la conduite du capitaine Angoulève, pour découvrir le pays et savoir si embûche aucune était par la contrée, mais après avoir diligemment recherché, trouvèrent tout le pays à l'environ en paix et silence, sans assemblée quelconque. Ce qu'entendant, Picrochole commanda qu'un chacun marchât sous son enseigne hâtivement. A donc sans ordre et mesure, prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, ni lieux sacrés ni profanes, emmenaient bœufs, vaches, chevaux,
taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorets, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les ceps, croulant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Mais un chacun se mettait à leur merci, les suppliant d'être traités plus humainement en considération de ce qu'ils avaient de tout temps été bons et amiables voisins, et que jamais envers eux ne commirent excès ni outrage, pour ainsi soudainement être paresseux mal vexés, et que Dieu les en punirait de bref. Auquel remontrance rien plus ne répondait, sinon qu'il leur voulait apprendre à manger de la foisse. Frère Jean des Entoneurs. Ces pages sont parmi les plus représentatives de l'art de la Rabelais conteur. Quel don extraordinaire de conférer la vie à tout ce qui touche! Voici les moines, prisonniers de leurs mœurs pacifiques et désarmés devant l'ennemi. Voici les conquérants burlesques de cette épopée bouffonne. Voici le personnage héroïque comique de Frère Jean, tout heureux de déployer son énergie pour une cause juste, et les petits manetons ravis de cet intermède dans leur existence monotone. Nous assistons aux exploits les plus variés, nous entendons la psalmodie des moines et les hurlements des combattants. Et c'est d'un bout à l'autre du récit, même aux instants les plus tragiques, un immense éclat de rire. Tant firent et tracassèrent, pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à Seuillé, et détroussèrent hommes et femmes, et prirent ce qu'ils purent. Rien ne leur fut ni trop chaud ni trop pesant. Le bourg ainsi pillé, se transportèrent en l'abbaye avec horrible tumulte, mais la trouvèrent bien resserrée et fermée, dont l'armée principale marcha outre vers le gué de Vède, excepté 7 enseignes, de gens de pied et de 100 lances, qui là restèrent et rompirent les murailles du clos, afin de gâter toute la vendange. Voici l'illustration de Gargantua. Voici l'abbaye de Seuillé. Je sais pas si c'est Seuillé, mais je crois que c'est Seuillé. Voilà, c'est l'abbaye de Seuilly. Et ça, c'est le paysage à côté de la roche Clermont, notamment, on a l'équivalent dans le livre. C'est de plus en plus possible. Ah, j'essaie d'être le plus en face possible. Suite de la lecture. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. À toute aventure firent sonner ad capitulum ad capitulantes. Là fut décrété qu'il ferait une belle procession, renforcée de beaux préchants et litanies contra ostium insidias et beaux réponses pro pace. En l'abbaye était pour lors un moine clostrier, nommé Frère Jean des Entoneurs, jeune, galant, frisque, de haie, bien à dextre, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé au nez, bien beau des pêcheurs, d'heures, beau des brideurs, de messe, beau des crotteurs de vigile, pour tout dire, sommairement vrai moine, si onc en fut depuis que le monde, moinant, moina de moinerie, au reste clair jusqu'à-ce donf, en matière de bréviaire. Y celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leurs vignes, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient, et avisant qu'ils vendangeaient leur clos auquel était leur boire, de tout l'enfonder, retourne au cœur de l'église, où étaient les autres moines, tous étonnés comme le fondeur de cloches, lequel voyait chanter.
Ini, nim, pe, ne, tum, ne, num, ni, iko, o, no, rhume, num. C'est, dit-il, bien chien chanter. Vertu Dieu, que ne chantez-vous? Adieu, panier, vendanges sont faites. Je ne me donne au diable s'ils sont dans notre clos, et tant bien coupe et cèpe et raisin qu'il y en aura, par le corps Dieu, de 4 années de halboté dedans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables, seigneurs d'eux, d'amis potum, leur dit le prieur claustral. Que fera cet ivrogne ici? Qu'on me le mène en prison, troubler ainsi le service divin. Mais, dit le moine, le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire du meilleur. Si fait tout homme de bien, jamais homme noble ne hait le bon vin. C'est un apophthegme monacal. Mais ces réponses que chantées ici ne sont, par Dieu, point de saison. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, le corps Dieu, si me suivez, car hardiment que saint Antoine marde, si se tâte du piau qui n'auront secouru la vigne, ventre Dieu, les biens de l'Église. Ce disant, mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein point et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Ainsi sortit en beau savon, mit son froc en écharpe, et de son bâton de la croix donna si brusquement sur les ennemis qui sans ordre ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos vendangeaient, car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes laurées, les murs. Les tambourineurs avaient dépensé leurs tambourins d'un côté pour les emplir de raisins, les trompettes étaient chargées de moussine, chacun était dérayé, il choqua donc si roidement avec eux, sur eux, sans dire gare, qui les renversait comme porcs, frappant à tort et à travers à la vieille escrime. Est-ce un écrabouillait la cervelle, est-ce autre rompait bras et jambes, est-ce autre délochait les spondyles du col, est-ce autre démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fondait les mandibules, enfonçait les dents en la gueule, décroulait les omoplates, facelait les grèves, dégondait les ichis, débésillait les faucilles. Si quelqu'un se voulait cacher entre les ceps plus épais, il se lui froissait toute l'arête du dos et dérainait comme un chien. Si aucun sauvé ne se voulait en fuyant, il se lui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un gravait en un arbre, pensant y être en sûreté, celui de son bateau empalait par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !» Il t'est, disait-il, bien force, mais ensemble, tu rendras l'âme à tous les diables. Et soudain, lui donnait de renom. Et si personne t'en fut épris de témérité qu'il voulut résister en face, là montrait-il la force de ses muscles. Car il a transpercé la poitrine par le médiastin et par le cœur. À d'autres donnant sur la faute des côtes, leur subvertissait l'estomac et mourraient soudainement, est-ce autre tant fièrement frappés par le nombril qu'il leur faisait sortir les tripes. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit donc. Les uns criaient « Sainte Barbe » et les autres « Saint Georges » les autres « Sainte Nitouche » les autres « Sainte Dame de Cuneau, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de la Lenoux, de Rivière » Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry. Les uns mourraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mourraient en parlant, les autres parlaient en mourant, les autres criaient à haute voix « Confession, confession, confiteor, miserere in manus »
Tant fut grand le cri des navrés que le prieur de l'abbaye, avec tous ses moines sortirent, lesquels, quand aperçurent ces pauvres gens ainsi rués parmi la vigne et blessés à mort, en confessèrent quelques-uns. Mais cependant que les prêtres s'amusaient à confesser, les petits moinetons coururent au lieu où était frère Jean, et lui demandèrent en, en quoi il voulait ce qu'il lui aidasse. Pardon. À quoi répondit qu'ils égorgetassent ceux qui étaient portés par terre. Ah donc, laissant leurs grandes capes sur une treille au plus près, commencèrent à égorgeter et achever ceux qui l'avaient déjà meurtri. Savez-vous de quel ferment à Beaugouvet il dit son petit demi-couteau, dont les petits enfants de notre pays cernent les noix. Puis, à tout, son bâton de croix gagna la brèche qu'avaient faite les ennemis. Aucun des moinetons emportèrent les enseignes guidon dans leur chambre pour en faire des jarretières. Mais quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par icelle brèche, le moine les assomma de coups, disant: Ceux-ci sont confesses et repentants, et ont gagné les pardons. Ils s'en vont au paradis, aussi droit comme une faucille, et comme est le chemin de faille. Ainsi, par sa prouesse, furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dedans le clos, jusqu'au nombre de 13 622, sans les femmes et petits-enfants, cela s'entend toujours. Jamais Maugis l'ermite ne se porta si vaillamment à tout. Son bourdon contre les Sarrasins, desquels est écrit geste des 4 fils Aymon, comme fit le moine à l'encontre des ennemis avec le bâton de la croix. Exercice 1. La composition. Montrer comment les faits s'enchaînent de façon à accroître et renouveler l'intérêt jusqu'au dénouement. 2. Relever tous les éléments qui confèrent au récit une vie intense. 3. Étudier le mélange du réalisme caricatural et de la fantaisie débridée. 4. En quoi consiste la satire de la vie monacale. 5. Quelle leçon se dégage de l'attitude de frère Jean? En quoi les moinetons sont-ils ses disciples? 5. Étudier le portrait de frère Jean et, faisant la part de la fantaisie, préciser l'idéal rabelaisien du moine. La troisième partie est « La paix est-elle possible ?» Commençons par parler de Grand Gousier. C'est un roi pacifique. Ce chapitre est une contre-épreuve. Il faut, en le lisant, garder présent à l'esprit le souvenir de l'excitation belliqueuse de Picrochole au récit de ces fois-ci. Le contraste permettra d'apprécier la conduite pacifique de Gangousier, sa sagesse politique, son sens profond du métier de roi. La fusion de récits pittoresques et de la leçon morale est ici parfaitement réalisée. Cependant que le moine s'escarmouchait, comme avons dit, contre ceux qui étaient entrés le clos, Picrochole, à grande activité, passa le gué de Vède avec ses gens et assaillit la roche Clermont, auquel lieu ne lui fut faite résistance quelconque, et parce qu'il était déjà nuit, délibéra en Icelle-Ville ses bergers, Soie et ses gens, et rafraîchir de sa colère pongitive. Au matin, prit d'assaut les boulevards et châteaux, et le rempara très bien, et le pourvut de munitions requises, pensant là faire sa retraite si d'ailleurs était assailli, car le lieu était fort, et par arrêt par nature, à cause de la situation et assiette. Or laissons-les là, et retournons à notre bon Gargantua, qui est à Paris, bien instant à l'étude des bonnes lettres et exercitations athlétiques, et le vieux bonhomme Grangousier, son père, qui, après souper, se chauffe à un beau clair et grand feu, et, attendant grêler des châtaignes, écrit au foyer avec un bâton brûlé d'un bout, dont on écharbote le feu, faisant à sa femme et famille de beaux contes du temps jadis. Un des bergers qui gardait les vignes, nommé Pilot, se transporta devers lui en icelleur
Il raconta entièrement les excès et pillages que faisait Picrochole, roi de Lernay, en ses terres et domaines, et comment il avait pillé, gâté, saccagé tout le pays, excepté le clos de Seuillé, que frère Jean les Entomeurs avait sauvé à son honneur, et de présent, était le dit roi en la Roche-Clermont, et là, en grande instance, se remparaient lui et ses gens. Holos, dit Grangousier, qu'est-ce ci, bonnes gens? Songé-je ou si vrai, est-ce qu'on me dit? Picrochole, mon ami ancien de tout temps, de toute race et alliance, me vient assaillir. Qui le meut? Qui le point? Qui le conduit? Qui l'a ainsi conseillé? Oh, 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 oh! Mon Dieu, mon sauveur, aide-moi, inspire-moi, conseille-moi ce qu'est de faire. Je proteste, je jure devant toi, ainsi me sois-tu favorable. Si jamais à lui déplaisir, ni à ces gens dommages, ni en ces terres, je fis pillurie, mais bien au contraire, je l'ai secoué de gens, d'argent, de faveurs et de conseils, en tout cas, qu'ait pu connaître son avantage. Qu'il m'ait donc en ce point outragé, ce ne peut être que par l'esprit malin. Bon Dieu, tu connais mon courage, car à toi rien ne peut être scellé. Si par cas il est devenu furieux, et que pour lui réhabiliter son cerveau, tu me l'eusses ici envoyé, donne-moi et pouvoir et savoir le rendre au joug de ton saint vouloir par bonne discipline. Oh, 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 mes bonnes gens, mes amis et mes féaux serviteurs, faudra-t-il que je vous empêche à m'y aider? Las! Ma vieillesse me requerrait dorénavant que repos, et toute ma vie n'est rien t'en procurer que paix. Mais il faut, je le vois bien, que maintenant de harnois je charge mes pauvres épaules lasses et faibles, et en ma main tremblante je prenne la lance et la masse pour secourir et garantir mes pauvres sujets. La raison le veut ainsi, car de leur labeur je suis entretenu et de leur sueur je suis nourri, moi, mes enfants et ma famille. Ce nonobstant, je n'entreprendrai guère que je n'ai essayé tous les arts et moyens de paix, là je me résous. A donc fit convoquer son conseil et proposa l'affaire telle comme il était, et fut conclu qu'on enverrait quelque homme prudent devers Picrochole, savoir pourquoi ainsi soudainement était parti de son repos et envahi les terres esquelles n'avait droit quelconque, davantage qu'on envoya quérir Gargantua et ses gens, afin de maintenir le pays et défendre à ce besoin. Le tout plut à Grangousier et commanda ainsi qu'il fut fait. Exercice 1. Montrer le contraste entre les deux premiers paragraphes. 2. Opposer point par point l'attitude de Grangousier à celle de Picrochole dans les circonstances identiques. 3. Le portrait du bon prince. A. Comment prend-il ses décisions? B. Comment se conduit-il envers ses voisins? C. Quels sont ses sentiments à l'égard de ses sujets? 4. Grangousier nous apparaît ici sous trois visages différents. À préciser d'abord, d'après A. Ligne 12 à 15, B. Ligne 24 à 37, C. Ligne 39 à 44. Quel est le trait commun de ces trois visages dans les roues? Alors oui, je sais que si jamais vous ne savez pas quels sont les paragraphes, parce que vous n'avez pas le visuel et parce que vous ne savez pas les lignes, écoutez, ces exercices sont loin d'être facultatifs, ils sont loin d'être obligatoires, ils sont vraiment là pour faire joli. Si jamais vous avez envie de les faire, essayez peut-être de répondre à ces questions-là, par exemple, ou à celle-là. Mais celle-ci n'est vraiment pas faisable. Elle est juste décorative. Et celle-ci également. Est-ce que vous comprenez? Continuons. Grangousier veut acheter la paix. Par lettre, le vieux roi appelle Gargantua à son secours. L'exploit sera fait à moindre effusion, sans que sera possible. Et si possible est, par engin, moyen, plus expédient,
qu'ôtaient les ruses de guerre, nous sauverons toutes les âmes et les enverrons joyeux à leur domicile. Grâce à son obstination, le pacifique Gangousier obtient enfin un exposé complet des origines du conflit et peut statuer en pleine connaissance de cause. Encore prend-il l'avis de son conseil. Il décide de dédommager largement Picrochole. Puisqu'il n'est question que de quelques fois, j'essaierai de le contenter, car il me déplaît par trop de lever guerre. Pour 5 douzaines qui ont été prises, il en donne 5 charretées. À marquer, il offre, outre une énorme indemnité, sa métairie de la Pomardière. Cet homme de bonne volonté va donc jusqu'à l'extrême limite des concessions, mais il ne peut être si généreux que parce qu'il est fortement armé et prêt à résister victorieusement. Seuls des ambitieux comme Picrochole peuvent prendre ces concessions pour de la faiblesse. Il confisque, argent et foi, ses bœufs et charrettes, et congédie brutalement les messagers de paix. Son aveuglement lui coûtera cher. Les conquêtes de Picrochole. Rabelais rallie ici les ambitions des princes qui aspiraient à la monarchie universelle, à commencer par Charles Quint. Picrochole n'est qu'un pantin entre les mains de ses conseillers, avide de titres et de fiefs, habile à flatter sa cupidité et son orgueil. En dépit de quelques longueurs, ce chapitre est une jolie scène de comédie. On étudiera comment les conseillers font naître et entretiennent le rêve du conquérant imaginaire, puis, se prenant eux-mêmes au jeu, considèrent les conquêtes comme déjà réalisées. On suivra les sautes d'humeur de l'instable souverain, tantôt enthousiaste, tantôt embruni devant un obstacle imprévu, puis repris par l'excitation générale. On admirera enfin l'intermède plein de bon sens que Rabelais a voulu placer au milieu de ce délire collectif. Les foisses détroussées comparurent devant Picrochole les ducs de Menuail, comte Spadassin et capitaine Merdaille, et lui dirent: Sire, aujourd'hui, nous vous rendons le plus heureux, plus chevaleureux prince qui fut depuis la mort d'Alexandre Macédon. Couvrez, couvrez-vous, dit Picrochole. Grand merci, dirent-ils. Sire, nous sommes à votre devoir. Le moyen est tel. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison, avec petite bande de gens, pour garder la place, laquelle nous semble assez forte, tant par nature que par les remparts faits à votre invention. Votre armée partirait en deux, comme trop mieux l'entendez. L'une partira et ira ruer sur ce Gangousier et ses gens. Paricelle sera de prime aborder facilement des conflits. Là, recouvrerait argent à tas, car le vilain en a du comptant. Vilain, disons-nous, parce qu'un noble prince n'a jamais un sou. Thésaurisé est fait de vilain. Pardon. L'autre partie, cependant, tirera vers Aunis, Saintonge, Angoumois et Gascogne, ensemble Périgord, Médoc et Élane, sans résistance, prendront ville, château et forteresse. À Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie, saisiraient toutes les naufs, et côtoyant vers Galice et Portugal, pilleraient tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne, où aurez renfort de tout équipage requis à un conquérant. Par le Corbieux, Espagne se rendra, car ce ne sont que Maldourés. Vous passerez par l'étroit de Sibylle, et là érigerez 2 colonnes plus magnifiques que celles d'Hercule à perpétuelle mémoire de votre nom, et sera nommée Sestui des Troyes la mère Picrocholine. Passez, la mère Picrocholine, voici Barberousse qui sera votre esclave. Je, dit Picrochole, le prendrai à merci. Voire, dit-il, pourvu qu'il se fasse baptiser, et opulierai les royaumes de Tunique, d'Ypres, Argières, Bonne, Coronne, hardiment toute barbarie. Passant outre, retiendrai en votre main Majorque, Minorque, Sardaigne, Corsique et autres îles de la mer Ligustique et Baléares. Côtoyant à gauche, dominerait toute la Gaule narbonique, Provence et Allobroge, Gênes, Florence, Luc et adieu, Céas, Rome.
Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. Par ma foi, dit Picrochole, je ne lui baiserai jamais sa pantoufle. Prise d'Italie, voilà Naples, Calabre, Apouille, et Sicile tout à sac, et Malte avec. Je voudrais bien que les plaisants chevaliers jadis rhodiens vous résistassent. J'irais, dit Picrochole, volontiers à Blorette. Rien, rien, dirent-ils, ce serait un retour. De là prendront Candie, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades, et donneront sur la Morée. Nous la tenons, Saint-Trémillon. Dieu garde Jérusalem, car le Soudan n'est pas comparable à votre puissance. Je, dit-il, ferai donc bâtir le temple de Salomon? Non, dirent-ils encore. Attendez un peu. Ne soyez jamais tant soudain à vos entreprises. Savez-vous que disait Octavian Auguste? Festina lente. Il vous convient premièrement à voir l'Asie Mineure, Carie, Lycie, Pamphile, Cilicie, Lydie, Phrygie, Mysie, Béthune, Charasie, Satalie, Samagarie, Castellana, Luga, Savasta, jusqu'à Euphrate. Verrons-nous, dit Picrochole, Babylone et le mont Sinaï? Il n'est, dirent-ils, já besoin pour cette heure. N'est-ce pas assez tracassé d'avoir transfrété la mer Hyrcane, chevauché les 2 Arménies et les 3 Arabies? Par ma foi, dit-il, nous sommes affolés. Ah, pauvres gens! Quoi, dirent-ils? Que boirons-nous par ces déserts? Car Julien Auguste et tout son os y moururent de soif, comme l'on dit. Nous, dirent-ils, avons déjà donné ordre à tout. Par la mer Syriaque, vous avez 9014 grandes naufs, chargées des meilleurs vins du monde. Elles arrivèrent à Jaffe. Là se sont trouvés 20 et 200 000 chameaux et 1600 éléphants, lesquels auraient pris à une chasse environ 6 geïles-messes, lorsqu'entrâtes en Libye et d'abondants eût toute la caravane de la Mecque. Ne vous fournirent-ils de vin à suffisance? Voire, mais dit-il, ne bûmes point frais, nous ne bûmes point frais. Par la vertu, dirent-ils, non pas d'un petit poisson, un preux, un conquérant, un prétendant et aspirant à l'empire univers, ne peut toujours avoir ses aises. Ne peut toujours avoir ses aises. Dieu soit loué qu'est à l'empire univers, ne peut toujours avoir pardon. Dieu soit loué qu'êtes venu, et vous et vos gens, saufs et entiers jusqu'au fleuve du Tigre. Mais, dit-il, que fait cependant la part de notre armée qui déconfie ce vilain humeux de Gangousier? Ils ne chantent pas, dirent-ils. Nous les rencontrerons tantôt. Ils vous ont pris Bretagne, Normandie, Flandre, Hainaut, Brabant, Artois, Hollande, Zélande. Ils ont passé le Rhin par-sus le ventre des Suisses, et lansquenets de épars d'entre eux ont dompté le Luxembourg, Lorraine, la Champagne, Savoie, jusqu'à Lyon, auquel lieu ont trouvé vos garnisons retournant des conquêtes navales de la mer Méditerranée, et se sont rassemblés en Bohême, après avoir mis à sac Suède, Wurtemberg, en Bavière, Autriche, Moravie et Styrie. Puis ont donné fièrement ensemble sur Lübeck, Norvège, Sweden, Rich, Dess, Gothie et Groenland, les Estrelins jusqu'à la mer glaciale. Ce fait, conquêtèrent les îles Orchades et subjuguèrent Écosse, Angleterre et Irlande. De là, naviguant par la mer Sabuleuse et par les Sarmates, ont vaincu et dompté Prussie, Pologne, Lituanie, Russie, Valachie, la Transylvanie et Hongrie, Bulgarie, Turquie, et sont à Constantinople. Allons-nous, dit Picrochole, rendre à eux le plus tôt, car je veux être aussi empereur de Trébizonde. Ne tuerons-nous pas tous ces chiens turcs et malumédistes? Que diable dirent-ils, ferons-nous donc, et donnerait leur bien cette équité?
pardon, et donnerez leurs biens et terres à ceux qui vous auront servi honnêtement. La raison, dit-il, le veut, c'est équité. Je vous donne la Carmaigne, Syrie et toute la Palestine. Ah, dirent-ils, sire, c'est du bien de vous, grand merci. Dieu vous fasse bien toujours prospérer. Là présent était un vieux gentilhomme, éprouvé en divers hasards et vrai routier de guerre, nommé Écheffron, lesquels, oyant ces propos, je dis j'ai grand-peur que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot au lait, duquel un cordonnier se faisait riche par bris, puis le pot cassé n'eut de quoi dîner. Que prétendez-vous par ces belles conquêtes? Quelle sera la fin de tant de travaux et traverses? Ce sera, dit Picrochole, que nous retournés reposerons à nos aises. Dont, dit Eucheffron, et si par cas jamais vous en retournez, car le voyage est long et périlleux, n'est-ce mieux que dès maintenant nous reposons, sans nous mettre en ces hasards? Oh, dit Spadassin, pardieu, voici un bon rêveur, mais nous allons nous cacher au loin de la cheminée, et là, passons avec les dames notre vie et notre temps à enfiler des perles, ou à filer comme Sardanapalus. Qui ne s'aventure n'a cheval ni mule, se dit Salomon. Qui trop, dit Écheffron, s'aventure, perd cheval et mule, répondit Malchon. Baste, dit Picrochole, passons outre. Je ne crains que ces diables de légion de gangousiers. Cependant, que nous sommes en Mésopotamie, s'ils nous donnaient sur la queue quel remède? Très bon, dit Verdaille. Une belle petite commission, laquelle vous enverrez S. Moscovite, vous mettra en camp pour un moment 440 000 combattants d'élite. Oh, si vous m'y faites votre lieutenant, je tuerai un peigne pour en Mercier. Je mords, je rue, je frappe, j'attrape, je tue, je renie. Sus, sus, dit Picrochole, qu'on redépêche tout, et qui même s'y me suivent. La dernière partie est la sagesse et la méthode. La première partie est la leçon de sagesse politique. Voici l'image. Pour répondre à la folie belliqueuse de Picrochole, voici la sagesse et la modération de Grangousier. La plupart des idées de Rabelais sur la guerre se trouvent rassemblées dans cette page, ou bien des vérités d'expérience s'expriment en formules heureuses. À l'usage des rois très chrétiens, il insiste sur l'opposition fondamentale entre l'idéal chrétien et la guerre de conquête. Tout ce discours de Grangousier, baigné de christianisme et de sagesse antique, s'inspire d'un sens très profond de la fraternité humaine. Gargantua, arrivant de Paris, commence par massacrer un groupe d'ennemis, puis démolit à coups de masse le château de Vède. De son côté, le moine frère Jean se distingue par ses exploits militaires contre une escarmouche envoyée par Picrochole. Fait prisonnier, il se délivre, assomme ses gardiens et prend à son tour le capitaine Touquedillon. Touquedillon fut présenté à Cambousier et interrogé par celui sur l'entreprise et la fin de Picrochole. Quelle fin il prétendait par ce tumultuaire vacarme? À quoi répondit que sa fin et sa destinée étaient de conquêter tout le pays, s'il pouvait, pour l'injure faite à ces fois-ci. C'est, dit Grangousier, trop entrepris, qui trop embrasse peut étreint. Le temps n'est plus d'ainsi conquêter les royaumes, avec dommage de son prochain frère, chrétien. Cette imitation des anciens Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres tels, est contraire à la profession de l'Évangile, par lequel nous est commandé garder, sauver, régir et administrer chacun ses pays et terres, non hostilement envahir les autres, et ce que les Sarrasins et barbares jadis appelaient prouesse, maintenant nous appelons briganderie et méchanceté. Mieux eût-il fait soit contenir en sa maison, royalement la gouvernant, qu'insulter en la mienne, hostilement la pillant, car, par le bien
le, la gouverner l'eût augmenté, par me piller sera détruit. Allez-vous-en, au nom de Dieu, suivez bonne entreprise, remontrez à votre roi les erreurs que connaîtrez, et jamais ne les conseillez ayant égard à votre profit particulier, car avec le commun est aussi le propre perdu. Quant de votre rançon, je vous la donne entièrement, et veux que vous soit rendu armes et cheval. Ainsi faut-il faire entre voisins et anciens amis, vu que cette notre différence n'est point guerre proprement, comme Platon, livre 5 de République. Voulait être non-guerre, nommé sédition, quand les guerres mouvaient armes les uns contre les autres, ce qui, si par malfortune advenait, il la commande qu'on use de toute modestie. Si bien la nommer, elle n'est que superficiaire, elle n'entre point au profond cabinet de nos cœurs, car nul de nous n'est outragé en son honneur, et n'est question, en somme totale, que de rhabiller quelque faute commise par nos gens. J'entends et vôtre et nôtre, laquelle encore vous connuissiez que vous deviez laisser couler outre, car les personnages querellants étaient plus à contemner qu'à voir mêmement leur satisfaisance selon le grief, comme je me suis offert. Dieu sera juste estimateur de notre différend, lequel je supplie plutôt var mort me tolir de cette vie et mes biens dépérir devant mes yeux, que par moi ni les miens en rien soient offensés. Lors commanda Grangousier que, présent Cotillon, fussent comptés aux moines 62 000 saluts pour celle prise, ce qui fut fait, cependant qu'on fit la collation au dit Cotillon, auquel demanda Grangousier s'il voulait demeurer avec lui, ou si mieux année se retourner à son roi. Touquedillon répondit qu'il tiendrait le parti lequel il lui conseillerait. Donc, dit Grangousier, vous retournez à votre roi, et Dieu soit avec vous. Puis il lui donna une belle épée de Vienne, avec le fourreau d'or fait à belle vignette d'orfèvrerie, et un collier d'or pesant 702 000 marcs, garni de fines pierreries, à l'estimation de 160 000 ducats, et 10 000 écus par présent honorable. Après ces propos, monta Touquedillon sur son cheval. Gargantua, pour sa sûreté, lui baya 30 hommes d'armes et 20 archers sous la conduite de gymnastes pour le mener jusqu'à Sport de la Roche-Clermont si besoin était. Il se lui départit, le moine rendit à Grangousier les 62 000 saluts qu'il avait reçus, disant « Sire, ce n'est tort que vous devez faire pourrait survenir, et guerre faite sans bonne provision d'argent n'a qu'un soupirail de vigueur. Les nerfs des batailles sont les pécunes. Donc, dit Grangousier, à la fin, je vous contenterai par honnête récompense, et tous ceux qui m'auront bien servi. » Exercice. Pourquoi Rabelais a-t-il imaginé la capture de Touquedillon? Expliquer le revirement de ce prisonnier et les intentions de Grangousier. 2. Les idées de Rabelais. A. Quel genre de guerre condamne-t-il? Pourquoi? B. Comment doit-on conduire une guerre? C. Comment un bon prince doit-il agir envers ses sujets? 3. Comment faut-il interpréter les honneurs rendus au prisonnier Touquedillon? 4. Relever plusieurs sentences ou proverbes où s'exprime nettement la sagesse de l'auteur. Quel est le ton de la première partie du chapitre? La deuxième chose, c'est les deux camps et les deux méthodes. C'est parti. Donc, si Grangousier a pu se montrer conciliant à l'extrême, c'est qu'il disposait d'une solide armée permanente, entretenue ordinairement dans ses places fortes, parfaitement équipée et entraînée. Telle est la leçon de ce chapitre. On notera qu'en 1534, pour éviter l'inconvénient des bandes mercenaires, pillardes et indisciplinées, comme celle de Pirochole, François Ier créa 7 légions provinciales, recrutées chacune dans une province, Normandie, Guyenne, etc.,
On verra aussi comment un mauvais prince peut s'aveugler sur ses conseillers jusqu'à honorer les fous et condamner les plus sages et les plus sincères. Les voisins et alliés de Gargangousier offrent à Gargantua l'appui de leur armée et de leur argent, mais il est assez fort pour remporter seul la victoire. Gargantua, grandement les remerciant, dit qu'il composerait cette guerre par tel engin que besoin ne serait tant empêcher deux gens de bien. Seulement envoya qui amènerait en ordre les légions, lesquelles entretenaient ordinairement en ces places de la Devinière, de Chavigny, de Graveau, de Quinquenay, montenant en nombre 2 500 hommes d'armes, 70 000 hommes de pied, 20 et 6 000 arquebusiers, 200 et grosses pièces d'artillerie, 20 et 2 000 pionniers et 6 000 chevaux légers, tous par bandes, tant bien assortis que leurs trésoreries de vivandiers, de maréchaux, d'armurerie et d'autres gens nécessaires au trac de la bataille, tant bien instruits en art militaire, tant bien armés, tant bien reconnaissants et suivant leurs enseignes, tant soudains à entendre et obéir à leur capitaine, tant expédiés à courir, tant forts à choquer, tant prudents à l'aventure, que mieux ressemblait une arme d'orgue et concordance d'horloge qu'une armée ou gendarmerie. Touquedillon, arrivé, se présenta à Picrochole et lui conta au long ce qu'il avait fait et vu. À la fin conseillait, par forte parole, confie appointement avec Grangousier, lequel il avait éprouvé le plus homme de bien du monde, ajoutant que ce n'était ni preux ni raison de molester ainsi ses voisins, desquels jamais n'avaient eu que tout bien, et, au regard du principal, que jamais ne sortiraient de cette entreprise qu'à leur grand dommage et malheur, car la puissance de Picrochole était telle qu'aisément ne les put Grangousier mettre à sac. Il n'eut achevé cette parole que Ativo dit tout haut. Bien malheureux est le prince qui est de tels gens servis, qui tant facilement sont corrompus, comme je connais, Touquedillon, car je vois son courage tant changé que volontiers se fût adjoint à nos ennemis pour contre nous batailler et nous trahir, s'ils l'eussent voulu retenir, mais comme vertu est de tous tant ami qu'ennemi, loué et estimé, aussi méchanceté est toute connue et suspecte, et posé que, dicelle les ennuis, se servent à leur profit, sciant-ils toujours les méchants et traîtres en abomination. À ces paroles, Touquedillon, impatient, tira son épée et en transperça Ativo un peu au-dessus de la mamelle gauche, dont mourut incontinent, et tirant son cou du corps, dit franchement: Ainsi périsse qui fait haut serviteur blâmera. Picrochole soudain entra en fureur, et voyant l'épée et fourreau tant diapré, dit: T'avait-on donné ce bâton pour en ma présence tuer malignement mon tant bon ami Ativo? L'or commanda à ses archers qu'ils le missent en pièces, ce qui fut fait sur l'heure, tant cruellement que la chambre était toute pavée de sang, puis fit honorablement inhumer le corps de Hâtivaux et celui de Touquedillon jeté par sus les murailles en la vallée. Exercice 1. Quelles sont les qualités remarquables de l'armée de Grangousier? En quoi est-elle supérieure à celle de Picrochole? 2. Analyser les arguments de Touquedillon en faveur de la paix et montrer que les sages paroles de Grangousier ont produit leur effet. 3. Étudier avec quel art Rabelais a présenté et enchaîné les événements à la cour de Picrochole. Quelle leçon se dégage de ce dénouement sanglant? Quel est le ton du récit? 4. Comment se confirme dans ce passage l'opposition entre les caractères des deux princes? À quel résultat aboutissent-ils? Gargantua s'empare de la roche Clermont, après un rude assaut où le moine frère Jean se distingue encore par son courage et son initiative. Picrochole s'enfuit, abat son cheval de colère, puis est malmené par des meuniers à qui il voulait prendre leur âme. Ainsi s'en alla le pauvre colérique, puis, racontant ses malfortunes, fut avisé par une vieille Lourpidon, sorcière,
que son royaume lui serait rendu à la venue des Coxigures. Non, pardon. Des Coxigrues. Depuis, ne sait-on qu'il est devenu. Toutefois, l'on m'a dit qu'il est de présent pauvre gagne denier Portefaix, à Lyon, colère comme devant, et toujours se gaiement, s'enquiert pitoyablement, à tous étrangers de la venue des Coxigrues, espérant certainement, selon la prophétie de la vieille, être à leur venue réintégrés à son royaume. Pardon. Après la victoire, Gargantua traite les picrochonistes avec mansuétude et les renvoie dans leur foyer, exposant, dans une belle harangue, les avantages politiques de la générosité. Puis, il récompense ses compagnons en leur distribuant des châteaux et des terres. L'abbaye de Thélème. À l'intention de frère Jean, Gargantua bâtit l'abbaye de Thélème, en grec volonté libre. Au contraire de tout autre, sur les bords de la Loire, pas de mur extérieur, pas d'horloge. Ah, la plus grande rêverie du monde était, disait-il, soit gouvernée au son d'une cloche et non aux dictées du bon sens et entendement. L'abbaye accueille les femmes depuis 10 jusqu'à 15 ans, les hommes depuis 12 jusqu'à 18. Puis d'ordonner que là ne seraient reçus sinon les belles, bien formées et bien naturées, et les beaux bien formés et bien naturés. Fut constitué que là honnêtement on put être mariés, que chacun fût riche et vécut en liberté. Et Rabelais de décrire un splendide château de la Renaissance en figure hexagone, haut de 6 étages, 100 fois plus magnifique que n'est Bonnivet, ni Chambord, ni Chantilly. Il évoque en détail les splendeurs de cette abbaye d'un nouveau genre, matériaux, précieux, vaste salle claire, ornée de peintures et de tapisseries, jardin, verger, plein d'arbres fruitiers, lys, hippodrome, théâtre et natatoire, avec les bains mirifiques. Point d'église toutefois, chacune des 9332 chambres dispose d'une chapelle particulière. À l'issue des salles du logis des dames étaient les parfumeurs et les festonneurs, coiffeurs, par les mains desquels passaient les hommes quand ils visitaient les dames. Ils se fournissaient par chacun matin la chambre des dames d'eau rose, d'eau de naf et d'eau d'ange. Là-dessus, Rabelais nous décrit, en 2 pages chatoyantes, les vêtements et joyeux des hommes et des femmes, velours, satin, taffetas, or, perles, diamants, servis par les maîtres des garde-robes et les dames de chambre. Les religieux et religieuses de Thélème changent de costume chaque jour, à l'arbitre des dames. Fais ce que voudras. Après ce rêve d'homme de la Renaissance, les yeux tout éblouis des fastes de la cour et des châteaux de la Loire, voici la règle morale de cette abbaye. Elle s'oppose entièrement à l'ascétisme monacal. Sur la grande porte de Thélème, une inscription en interdit l'entrée aux hypocrites, bigots, cagots, gens de justice et usuriers. Seuls sont admis les nobles chevaliers, les dames de haut parage, fleurs de beauté à céleste visage, à maintien prude et sage, et les chrétiens évangéliques. Entrez, qu'on fonde ici la foi profonde, puis qu'on confonde, et par voix et parole, les amis de la sainte parole. Ces mots donnent au chapitre qu'on va lire son éclairage véritable. Il s'agit de concilier le christianisme, retrempé à ses textes originaux, et l'épanouissement total de la nature humaine, aspiration essentielle de la Renaissance, comme Rabelais le croit possible, au moins pour une élite de gens libères, les belles âmes, comme dira plus tard Rousseau, dont la beauté naturelle s'épanouira plus largement dans un climat de liberté. Mais l'existence épicurienne dont nous avons ici le tableau peut-elle s'accorder avec l'esprit même du christianisme? Toute leur vie était employée, non par loi, statut ou règle, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient, quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les parforçait, ni à boire, ni à manger, ni à faire autre chose, ni à faire chose autre quelconque. Ainsi l'avait établi Gargantua. En leur rêve n'était que cette clause. Fais ce que voudras. Parce que Jean libère, bien né, bien instruit,
conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à faits vertueux et retire de vice, lequel ils nommaient honneur. Ceux, quand par vile subjection et contrainte, sont déprimés et asservis, détournent la noble affection, par laquelle sont déprimés et asservis, détournent la noble pardon, je reprends la phrase. Ceux, quand par vile subjection et contrainte, sont déprimés et asservis, détournent par la noble affection, par laquelle la vertu franchement tendait à déposer et enfreindre ce joug de servitude, car nous entreprenons toujours chose défendue et convoitons ce qui nous est dénié. Par cette liberté, entrèrent en louable émulation de faire tout ce qu'à un seul voyait plaire. Si quelqu'un ou quelqu'une disait buvons, tous buvaient. S'il disait jouons, tous jouaient. S'il disait allez bad eschant, tous y allaient. Si c'était pour voler ou chasser, les dames montées sur belle acné, avec leur parle froid, gourrier, les sur le point mignonnement engantelé, portait chacune ou un épervier, ou un âneret, ou un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Tant noblement était appris qu'il n'était entre eux celui ni celle qui ne sut lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler de 5 à 6 langages, et en y se composer, tant en carmes qu'en oraisons solues. Jamais ne furent vus chevaliers tant preux, tant galants, tant dextres à pied et à cheval, plus verts, mieux remuants, mieux maniant tout bâton, que là étaient. Jamais ne furent vues dames tant propres, tant mignonnes, tant moins fâcheuses, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tout acte mulièbre, honnêtes et libères, que là étaient. Par cette raison, quand le temps est venu, était que aucun dissait l'abbaye, ou à la requête de ses parents, ou pour autre chose, voulut issir hors, avec soi il emmenait une des dames, avec celle avec laquelle il l'aurait pris pour son dévot, et étaient ensemble mariés, et si bien avaient vécu à Thélème, en dévotion et amitié, encore mieux la continuaient-ils en mariage, d'autant s'entraimaient-ils à la fin de leurs jours, comme le premier de leurs noces. Exercice 1. Quelles sont les différences entre la vie des télémistes et la vie monastique? 2. Montrer que la règle fait ce que voudra ne s'applique qu'à une élite sociale et intellectuelle et ne peut être interprétée dans ce sens le plus large. 3. Comment Rabelais a-t-il justifié psychologiquement cette liberté? Qu'en pensez-vous? 4. Préciser l'idéal de vie qui s'exprime dans ce texte. Ne retrouve-t-on pas ici des idées déjà développées dans les paragraphes pédagogiques du Gargantua? 5. Parmi les détails pittoresques de cette vie, choisissez ceux qui, pour vous, évoquent le mieux le climat de la Renaissance. Voici quelques images. Donc, voici le concert dans la cour d'un château avec les mâts et limousins. Et l'illustration de Gustave Doré et se disant pleurait comme une vache. Je trouve que vraiment les illustrations de Gustave Doré illustrent très bien le travail de Rabelais et toutes ses œuvres. Je trouve que ça montre la satire des mœurs avec l'exagération sur les caractères et ça me plaît beaucoup. Donc voici notamment d'autres illustrations de lui, j'avais envie de vous les montrer. Donc voici Gargantua par exemple. Je trouve ça vraiment très intéressant, les têtes sont bien mises en valeur. On voit la grosseur des personnages, je trouve ça vraiment intéressant. C'est bon, c'est la fin, vous avez tenu jusqu'au bout. Merci d'être resté. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez compris un minimum de choses, même si des fois c'était un peu compliqué de comprendre parce que les termes n'étaient pas faciles. Encore là, je trouve que c'était un peu plus simple que l'autre fois. Et donc la prochaine fois, je ferai un exposé sur Pantagruel qui sera beaucoup plus court, comme je vous l'ai dit. Et je ferai ensuite l'un autre exposé sur le tiers, quart et cinquième livre. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. Au revoir.